Bonjour tout le monde, on est avec le grand reporter Régis Le Sommier, ancien de Paris Match et directeur de la rédaction d'Omerta. On peut dire qu'il a roulé sa bosse, ce qui est tout de même le principe pour un grand reporter, puisqu'il était dernièrement en immersion, si on peut utiliser ce terme un petit peu millénial, dans le groupe Wagner, et le voilà donc maintenant à la pointe de l'information concernant la guerre à Gaza. Avant de lui donner la parole, alors déjà, Régis Le Sommier, merci d'être venu sur notre chaîne. Merci de m'accueillir. Et avant de vous donner la parole, si vous me permettez, on fait un petit point sur des événements d'actualité divers et variés. Alors, d'abord, Israël vient de bombarder l'aéroport de Damas, ce qui incidemment a empêché le ministre des Affaires étrangères iranien d'y atterrir. Cependant que Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, rencontrait Benjamin Netanyahou et lui, bien sûr, l'assurait de tout son soutien. Donc, c'est un peu le sujet de ce direct, hein, le jeu des alliances. On va faire un angle sans vouloir être sensationnaliste et dramatique, mais on va prendre le même angle que pendant la Première Guerre mondiale, à la différence près que maintenant il y a la bombe atomique. La première guerre du Kippour, d'ailleurs, incidemment, est la guerre durant laquelle Israël a fait savoir à l'Égypte qu'il était équipé nucléairement. En tout cas, Golda Meir l'a fait savoir à sa date à l'époque, même si le grand public ne l'a appris que beaucoup plus tard, en 86, avec les révélations de Mordechai Vanunu. Et aujourd'hui, clairement, la bombe atomique reste un des facteurs décisifs dans la région qui fait que ça ne peut pas dégénérer en guerre du Kippour. De toute façon, le titre de ce direct, vers une nouvelle guerre du Kippour, il faut être très clair, c'était pour dire que ça n'est pas la situation actuelle. Autant dans la première guerre du Kippour, c'était une attaque coordonnée de différents pays ennemis d'Israël, d'États-nations. Autant dans cette situation, c'est un attentat que beaucoup comparent au 11 septembre, et on va voir d'ailleurs que Dominique de Villepin vient de dire qu'on pouvait le comparer si c'était pour comparer aux erreurs qui ont suivi, notamment au fait qu'on a utilisé les attentats du 11 septembre pour envahir l'Irak, alors qu'on a toutes les preuves aujourd'hui que Saddam Hussein n'était pas impliqué dans ces attentats. Il semblerait que le même scénario soit en train de se mettre en place avec l'Iran, qui est aujourd'hui facilement accusé de ces événements, alors que certains faisceaux de preuves commencent lentement mais sûrement à la disculper. Et on en parlera aussi ensemble. Donc voilà le tour d'horizon. Aussi bien la Jordanie a dû prendre position, parce que c'est ça qu'on pourrait appeler le jeu des alliances, parce qu'on a une très grande population de réfugiés palestiniens en Jordanie. Les Russes ont tout fait pour demeurer neutres, mais ils ont appelé à une solution à deux États. Cependant, la popularité de la Russie est très grande auprès des Palestiniens, donc on voit de plus en plus des appels à la Russie. Les Indiens ont soutenu inconditionnellement Israël, au moins sur le plan rhétorique. L'Iran, bon, était un peu obligé de montrer qu'elle soutenait la situation, mais cependant, le Hezbollah n'a rien fait. Il y a eu quelques fausses alertes au nord d'Israël avec des frappes de drones, soi-disant, mais en réalité, c'était aucune frappe de drone et certainement davantage une cyberattaque qu'une vraie infiltration de drones. Et la Chine, voilà, dernier point, puisqu'on connaît la position des États-Unis, la Chine a appelé à un cessez-le-feu et à une solution à deux États aussi. Cependant, une propagandiste militaire chinoise, Madame Zhao, a fait circuler sur Twitter des photographies qui montraient de l'importation à partir de sources privées de gilets pare-balles de niveau 4, qui sont donc les plus adaptés au combat urbain et qu'Israël est en train de recevoir à l'heure où on parle. Régis Le Sommier, merci de votre patience et je vous laisse très volontiers la parole. Est-ce que vous considérez déjà qu'il y a certaines actualités sur lesquelles qu'on devrait souligner? Non, enfin, vous avez fait un tour d'horizon idéal sur la question qui va préoccuper le monde entier dans les jours qui viennent, me semble-t-il. C'est justement comment les alliances vont réagir et comment. Alors, tout le monde s'est positionné sur cette guerre. Vous avez rappelé les positions, et en particulier les positions nouvelles, on va dire, de cet ensemble qu'on appelle les BRICS, qui est en train de monter en puissance face au G7. Et là, il y a eu dans l'action terroriste déclenchée par le Hamas une volonté justement de mettre les BRICS au pied du mur et de leur demander de se positionner par rapport à la question palestinienne, tout simplement, en miroir de ce que cette question palestinienne était devenue. Moi, je me plais à rappeler que dans les accords d'août 2020, les accords dits d'Abraham entre Israël, l'Arabie Saoudite, sous la houlette de Donald Trump et surtout de Jared Kushner
Apollinaire, son gendre, ces accords avaient été faits de façon à séduire un certain nombre de pays arabes qui ont tout à fait mordu à l'hameçon, mais quand on les regarde en tant que tels, c'était des accords qui proposaient un plan de paix aux Palestiniens, mais sans les Palestiniens. Et ça, il faut rappeler, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour bien comprendre le degré de violence inouïe qui a pu être déclenché par les militants du Hamas, cette idée d'avoir été en fait complètement oubliée, et que cette cause palestinienne, entre guillemets, qui avait traversé plus de 40 ans de notre histoire et qui avait marqué souvent de façon sanglante l'histoire du Proche-Orient, eh bien, avait été laissée de côté. Donc aujourd'hui, dans cette action, il y a l'idée de se positionner. Il y a aussi l'idée d'appeler les autres à se positionner. Il y a aussi l'idée de déclencher une crise pour tenter d'empêcher le rapprochement justement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ça me paraît important de souligner et de rappeler qu'en 1973, le choc pétrolier qui a façonné nos vies en Europe avait été déclenché par l'Arabie Saoudite en support justement à ces fameux vaincus de la guerre de Kippour, qui étaient l'Égypte et la Syrie. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite avait pesé tout son poids. La cause palestinienne à l'époque, avec le roi Fahd, était extrêmement importante. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, n'avait jamais cautionné les accords de Camp David non plus. Donc, c'est seulement au début des années 2000, avec le roi Abdallah, que la cause, le rapprochement avec Israël va devenir plus visible, plus marqué, et qu'il va y avoir une sorte de changement géopolitique en Arabie Saoudite. Mais donc, c'est extrêmement important. Et donc, je pense que l'action du Hamas était destinée justement à empêcher ce rapprochement qui avait été précédé, on le sait, par le renouement de relations diplomatiques des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn, avec l'État d'Israël. Et donc là, voilà, du point de vue des stratèges du Hamas, il y avait sans doute cette volonté. Donc je pense que ce tour d'horizon montre qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, et que la guerre en Ukraine, puisque je vois que c'est une question qui défile là, sur ma droite, a été évoquée, est éclipsée pour une crise d'une envergure plus importante encore, me semble-t-il, même si je ne minimise pas ce qui se passe en Ukraine actuellement. D'ailleurs, j'en reviens, et la guerre est toujours aussi intense là-bas. Mais au niveau géopolitique, là, il y a un enjeu incroyable, et il y a peut-être aussi une volonté, on va le voir, comment vont se comporter les uns et les autres, mais on le voit, les propos d'Olaf Scholz ce matin, peut-être ceux d'Emmanuel Macron ce soir le diront, de contenir la crise à la zone Israël, bande de Gaza, et d'éviter la contagion. Vous avez rappelé fort opportunément que malgré des rumeurs, hier on a même entendu que une des centrales nucléaires israéliennes avait été touchée par un drone kamikaze. Donc bref, faut très attention, et en fait en réalité même l'armée israélienne a communiqué hier pour dire que le calme était, qu'il y avait le calme à sa frontière nord. Donc tout ça va être extrêmement intéressant. En complément de ce que vous avez dit sur les pays, il faut voir aussi comment les différents mouvements se sont positionnés. Vous avez évoqué l'Iran, qui donc évidemment appuie le Hamas, même si, à mon sens, l'Iran n'est pas décisionnaire dans cette action, en tout cas pas directement. Le Hezbollah, évidemment, dans sa rhétorique, a soutenu le Hamas, mais on a vu également des figures, des mouvements Al-Jalshabi en Irak, les Houthis également, qu'on dit qu'ils ne resteraient pas les bras croisés si Israël envahissait la bande de Gaza. Bref, il y a tout l'arc chiite, en fait, qui s'est positionné pour défendre le Hamas sunnite, d'ailleurs. Et donc c'est intéressant. Maintenant, tout ça, pour le moment, reste des mots, de la rhétorique, et ce qui va se passer, c'est quel type d'action, ce qui va déterminer la suite, c'est quel type d'action Israël va mener dans la bande de Gaza, et comment les uns et les autres vont réagir par rapport à ça. Alors, merci de ce premier tour d'horizon. Pour l'instant, il semblerait qu'au moins 300 000 soldats aient été mobilisés autour de la bande de Gaza, avec plusieurs frappes. Dans le même temps, l'Égypte a refusé d'ouvrir la frontière, très certainement pour des raisons politiques, pour ne pas vouloir avoir à gérer un afflux de 2 millions de Palestiniens sur son territoire, et aussi vraisemblablement abandonner la bande de Gaza.
qui reste un enjeu politique majeur. Et puis aujourd'hui, donc même dans la presse israélienne, on voit d'ailleurs une bien plus grande diversité d'opinions que dans la presse notamment française, puisque on sait que Haaretz, par exemple, alors journal de gauche, même certains diront d'extrême gauche, a constamment attaqué Benyamin Netanyahou depuis à peu près 4 jours, en multipliant les articles contre lui et quasiment l'accusant en filigrane d'avoir laissé faire cette attaque, puisqu'on a des éléments maintenant qui ont force de preuve, qui considèrent que son bureau avait été informé. Maintenant, bon, être informé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on considère que c'est une fausse alerte ou pas? On sait que Netanyahou avait limogé son ministre de la Défense, je crois, il y a un peu plus de 8 mois. Et donc, on peut considérer que l'appareil de défense de l'administration Netanyahou n'était pas au sommet de sa performance, ou en tout cas pouvait être occupé par des politiques plutôt que par des personnes, les personnes, disons, les plus compétentes. Mais en tout cas, Haaretz multiplie les allusions à une sorte de responsabilité au minimum par omission de l'administration Netanyahou. Et on a deux analystes qui se sont complètement opposés et qui sont israéliens tous les deux. D'un côté, on a le docteur Eli David qui considère que c'est très certainement l'Iran qui est derrière cette attaque pour justement, comme vous l'avez dit, faire capoter les accords d'Abraham, en tout cas faire capoter le rapprochement de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Et de l'autre, on a Efrat Fenixson. Encore une fois, les deux sont maintenant totalement opposés, quasiment même à s'insulter, qui, elle, considère qu'on a affaire à une sorte de négligence de la part de Netanyahou, mais commandité par le Qatar. Alors là aussi, on a des éléments avec des forces de preuve, ça a été publié aussi bien dans Haaretz que dans le New York Times, qui n'avaient pas, je ne dis pas que vous savez bien ce qu'on dit, c'est pas parce que c'est dans le New York Times que c'est forcément faux, mais en tout cas, le New York Times n'avait pas forcément un intérêt à publier ces informations. Donc, on a quand même de solides raisons de les considérer comme authentiques. Et donc, voilà, le New York Times vient de rappeler que le chef du Mossad sous l'administration Netanyahou en 2018 et 2020 avait rencontré plusieurs fois le gouvernement du Qatar, spécifiquement pour lui demander de continuer à financer le Hamas. Cependant que le New York Times a fait savoir que selon du renseignement US, sans indiquer davantage d'éléments, l'Iran aurait été surprise par cette attaque, auquel cas on pourrait quand même inférer qu'elle n'en fait pas partie. Alors, quelle est votre position, Régis Le Sommier, sur ces différents éléments qui ont paru dans les derniers jours? Alors, moi, il me semble que pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour le 7 octobre, il y a en effet défaillance. Il y a eu plein d'explications qui ont été avancées. Trop une culture chez les Israéliens de se rabattre sur la surveillance électronique qui, une fois que son centrale, comme ça l'a été fait par le Hamas, a été anéanti, eh bien, il n'y a plus de surveillance du tout. Et donc, du coup, on peut casser la barrière. Il y a le fait que Israël a peut-être moins utilisé l'intelligence humaine, ou en tout cas les espions qu'ils ont pu avoir, qu'ils avaient même montré, qui ont été popularisés dans la série Fauda, par exemple, même si Fauda, ça se passe en Cisjordanie et pas à Gaza. Mais en tout cas, cette idée d'avoir des gens non israéliens qui travaillent pour les services de renseignement israéliens et pour l'armée. Et donc, dans Gaza, ils avaient ce genre d'unité. Il est fort probable que si un tel... parle de 2500 combattants du Hamas qui ont franchi la frontière avec des objectifs précis, avec un plan évidemment élaboré depuis plusieurs mois, peut-être même des années, avec d'ailleurs de façon surprenante, l'armée israélienne a découvert que certains des objectifs des Palestiniens étaient de s'implanter dans des zones et d'y rester. Donc il y avait vraiment une volonté de casser les taux de la bande de Gaza et d'avancer et de récupérer des territoires. C'était vraiment une opération extrêmement pointue pour qu'il n'y ait aucun en tout cas, sauf évidemment la source égyptienne qui dit qu'elle avait informé le cabinet de Netanyahou. Mais sinon, on considère que les Israéliens ont été pris de court et n'ont pas été au courant d'une telle opération. Donc l'explication, c'est peut-être cette histoire de la surveillance électronique, trop de confiance en la surveillance électronique, pas assez de travail de renseignement humain. Également, il y a aussi le contexte géopolitique d'Israël au moment du
du 7 octobre, où vous l'avez, enfin, on l'a souligné, on l'a peut-être évoqué, mais la paix est faite ou quasiment, enfin, en tout cas, les relations sont au beau fixe avec la Jordanie, avec l'Égypte. Israël vient de renouer, on l'a évoqué, des relations avec des pays arabes, s'apprête à renouer des relations avec l'Arabie Saoudite, et je crois un dignitaire américain dont j'ai oublié le nom disait une semaine avant que la situation dans la région n'avait jamais été aussi détendue depuis plusieurs années. Donc on est dans un contexte où, par exemple, la tenue de cette rêve en plein air, rêve party, avec des centaines de jeunes Israéliens dansant dans le désert toute la nuit jusqu'au lever du jour, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, et traduit bien un état d'esprit qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une entrée en guerre. Sinon, il n'y aurait pas eu d'autorisation. Enfin, en tout cas, on aurait dit, attention, il y a des tensions, c'est pas possible. On est quand même dans le coin de Sderot, d'Ashkelon, qui sont régulièrement la cible de frappes, de tirs de roquettes de la part du Hamas depuis la bande de Gaza. Donc la situation était vraiment, et je pense qu'il y a eu peut-être donc déficience de surveillance certainement, mais peut-être aussi indifférence à ce qui se passait là. La situation dans le nord étant beaucoup plus critique, une bonne partie de l'armée israélienne y étant déployée, il y a eu des tensions à la frontière nord, il y avait la question des colons israéliens et des villages palestiniens. Enfin bref, la situation semblait beaucoup plus tendue dans le nord, et l'attaque est venue à l'endroit où personne ne s'y attendait en réalité. Alors justement, dans la réaction par exemple de Tsahal a été aussi assez surprenante, c'est-à-dire que par moment ça a été plus de 4 heures, donc c'est quand même quasiment de faire 4 fois ou 2 fois l'aller-retour Tel Aviv-Gaza en voiture, donc ça aussi c'était des choses qui avaient paru à beaucoup d'analystes assez étranges dans la réaction à cet événement. Alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant on a l'information bien entendu que Gaza est sous blocus, mais d'eau, d'électricité, de nourriture, et que même certaines prisons israéliennes ont aussi bloqué l'eau maintenant et l'électricité à leurs prisonniers. Donc on est dans une situation où l'escalade semble inévitable. Or, on parlait justement de risque de contagion. Face à cette escalade, on sait bien, comme vous l'avez rappelé, que beaucoup de pays vont devoir agir, et pas seulement rhétoriquement, d'où sans doute la tentative du ministre des Affaires étrangères iranien d'aller se rendre en Syrie, mais tentative, on le rappelle, qui a échoué puisque l'aéroport a été bombardé entre-temps. Concernant le Gerald Ford, ça aussi, c'est un risque de contagion très important. Le Hezbollah, qui est bien entendu contrôlé par l'Iran, a publié des vidéos sur Internet de ces missiles anti-navires, donc les fameux missiles Nour qui ont été rétro-ingénierés de missiles chinois, eux-mêmes basés sur des moteurs français, et que l'Iran a remis au Hezbollah. Ce sont des missiles anti-navires, mais pas des missiles hypersoniques. Ça signifie que le groupe aéronaval du Gerald Ford est équipé normalement pour pouvoir s'en défendre. Mais cependant, la flotte russe de la mer Noire, elle a été retirée, notamment avec les dernières frappes de drones et de missiles ukrainiens. Cependant, d'ailleurs, pour continuer à tirer le fil, que les Russes ont très largement fait escalader leur implication en Ukraine. On sait que du côté d'Adivka, c'est quasiment un encerclement qui est en cours à l'heure où on fait ce direct. Donc, dans les risques d'escalade les plus immédiats, est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon maintenant de ce que vous considérez en tant que grand reporter chevronné et surtout ayant pas mal couvert la région, comme des risques importants et immédiats d'escalade qui pourraient être évités ou sur lesquels la diplomatie, en particulier française, devrait se concentrer? Alors d'abord, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Ce qui est intéressant dans ce qu'a montré le Hezbollah dans ses vidéos, justement, ces fameux missiles anti-navires, c'est toute la technologie iranienne qu'on a un peu découvert, je vais dire encore une fois par hasard, parce que je trouve qu'on, à la fois sur plein de niveaux, à la fois sur les degrés de compétence de l'Iran. On a oublié que l'Iran est un pays dirigé par des mollahs, mais c'est aussi une nation d'ingénieurs. Quand on a vu les Goran 2 Shahid reconfectionnés par les ingénieurs russes en Goran 2, les drones, au départ, je me souvenais que l'accueil de l'arrivée des drones iraniens sur le front ukrainien avait été l'objet de sarcasme de certaines chaînes d'infos en continu, avant de se rendre compte qu'on était face à peut-être la première découverte de la guerre en Ukraine. Peut-être pas la première, mais en tout cas, en termes d'un apport matériel
rudimentaire, relativement peu coûteux, face à une défense antiaérienne pas du tout équipée pour faire face à ce type d'intrusion, et surtout un drone dont l'élimination nécessitait un missile qui coûtait 10 fois ou 15 fois le prix du drone. Donc, et puis également l'attaque en essaim qui a été extrêmement coûteux à l'hiver 2022 pour le circuit électrique, pour l'infrastructure électrique ukrainienne, puisque à peu près un tiers de cette infrastructure a été détruit par ce type de drone. Donc là, ça a été une des grosses surprises. Et on a regardé l'Iran en se disant, tiens, finalement, ce qu'on disait sur le Shahid, voilà. Là, on a à nouveau la démonstration que l'Iran est capable non seulement de confectionner pour le Hezbollah ce type des missiles contre des navires, mais qu'aussi elle est capable de les acheminer, puisque ça veut dire que la surveillance qu'opère l'armée israélienne sur les mouvements du Hezbollah en Syrie et sur lesquels elle frappe régulièrement ne sont pas à 100%. Donc c'est-à-dire que l'Iran est capable à cette capacité de livrer des armes. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important et qui va, vous allez voir, étayer mon propos, parce que il n'y a pas que cela. Je vais faire un petit retour sur l'affaire du Karabakh qui a monopolisé l'attention récemment avec l'expulsion de 120 000 Arméniens de ce territoire sur lequel ils vivaient depuis des générations. Eh bien, en fait, cette expulsion, c'est la fin d'un processus entamé en septembre 2020 par justement l'attaque des Azerbaïdjanais sur ce territoire, qui avait surpris tout le monde à l'époque. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'armée azerbaïdjanaise, pays qu'on avait complètement oublié, qui était quelque part là-bas, avait été complètement modernisée. Je parle pas, quand je dis on, je parle pas des spécialistes militaires qui sans doute le savaient, mais nous, journalistes, en tout cas monde médiatique, n'avions pas vu cette mutation de l'armée azerbaïdjanaise, notamment à l'époque avec l'usage des drones turcs et avec l'appui évidemment des Turcs. Mais là, c'était des Bayraktar qui ont véritablement fait un carton dans les T-72 arméniens qui ont été décimés à la dizaine. Et on s'est rendu compte que l'armée arménienne, au contraire, elle ne s'était pas du tout modernisée. Et en fait, tous ces mouvements-là et toutes ces choses-là en fait, montrent qu'il y a des groupes armés, il y a des puissances, il y a des États qui s'équipent, qui se militarisent et que nous ne voyons pas forcément. Alors, pour revenir sur la situation actuelle, moi, j'y ferai quand même très attention sur le Hezbollah, puisque le Hezbollah, pour moi, c'est le Hamas puissance 10. Ça veut dire que le Hamas, c'est quand même un groupe qui, même s'il a une expérience militaire conséquente, même s'il a un sanctuaire dans lequel il est enquisté véritablement, qui est cette fameuse bande de Gaza, même s'il a des sponsors, le Hamas n'a pas l'expérience militaire du Hezbollah. Le Hezbollah est une véritable armée transnationale. C'est un mouvement qui, depuis le mouvement de la résistance au Liban Sud, s'est transformé, en particulier avec la guerre en Syrie, puisqu'on a évoqué la Syrie tout à l'heure. Pour moi, le Hezbollah est véritablement responsable d'une mutation de l'armée syrienne elle-même. Avant Koussaïr, avant la reconquête, le début de la reconquête à Koussaïr, première victoire du Hezbollah contre les groupes armés d'opposition en Syrie, au bénéfice de Bachar el-Assad, l'armée syrienne reste une armée qui est en recul parce qu'elle est soviétomorphe, on va dire. C'est une armée ventripotente qui est restée pendant des années à contempler le Golan en se disant on va le reconquérir un jour. Et le Hezbollah va véritablement faire muter l'armée syrienne en une armée composite avec des task force un peu à l'européenne, à l'américaine aussi, avec des compétences, des groupes armés composites avec plusieurs compétences à l'intérieur. Le Tigre, par exemple, est un de ses composants, avec des éléments étrangers, puisque avec le Hezbollah va travailler, son unité d'élite en particulier, Ridwan Hezbollah va travailler avec Wagner
Wagner pour la reconquête de Palmyre. Donc en fait, on se rend compte que tous ces groupes-là, moi je les suis depuis très longtemps, j'ai suivi la guerre en Syrie beaucoup, je les vois muter et je vois que ce sont qu'à chaque fois, ils deviennent de formidables concurrents, en tout cas de l'Occident, en tout cas, ou d'autres, en tout cas qui gagnent en puissance. Le Hezbollah aussi a une composante et un impact en Irak également, avec un Rakat Hezbollah, avec un Hezbollah irakien. Ils ont également servi de formateurs et peut-être plus, même si tout ça est encore très, très obscur, aux Houthis. Donc, véritablement, c'est un groupe militaire de portée internationale et qui, aujourd'hui, a une expérience militaire incroyable que n'a pas le Hamas. Voilà. Enfin, en tout cas, pas aussi développé. Ouais. Donc, voilà. Le Hezbollah a été en combat avec l'armée israélienne en Oui, 2006, bien sûr. avec laquelle Oui, il a infligé des défaites tactiques importantes. Donc c'est vrai oui. que c'est une force de combat qui n'a rien à voir avec le Hamas en termes de capacité. Or, justement, on a ces deux grandes thèses qui s'affrontent. L'une qui dit que c'est d'entrée de jeu l'Iran qui était derrière les attaques du Hamas, l'autre qui dit que l'Iran n'y était absolument pour rien et qu'aujourd'hui elle se retrouve dans une situation diplomatique très dangereuse, justement parce qu'elle va être obligée d'intervenir, sinon elle passera pour une traîtresse à la cause palestinienne, fondamentalement. Et dans ce contexte-là, j'ai quelques questions aussi à vous poser sur ces points plus précis de la situation, à savoir pourquoi, si jamais c'était l'Iran, si on part de l'hypothèse que c'était l'Iran qui était derrière cette opération, je vous le dis personnellement, ce n'est pas l'hypothèse que moi-même j'ai retenue. Je considère que cette hypothèse est caduque. Et pour le coup, je donne raison au New York Times. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi le New York Times a tenu à préciser, parce qu'on sait que le New York Times est aussi un instrument d'influence diplomatique par laquelle les États-Unis ont très souvent fait fuiter des informations, notamment pendant la guerre froide. Ils se servaient du New York Times comme un canal non officiel pour faire fuiter des informations et des points de vue. Et là, ça ressemble quasiment à un point de vue non officiel des États-Unis, même si on a déjà les faucons qui appellent à des frappes sur l'Iran. Et on sait que d'ailleurs Donald Trump s'était positionné, puisque les relations entre Trump et Netanyahou sont très mauvaises. Elles n'étaient pas très bonnes avec Obama non plus, mais elles sont bonnes avec l'administration actuelle qui en soit responsable. Mais donc, la première question, c'est pourquoi le Hezbollah n'est pas intervenu immédiatement, c'est-à-dire à J+1 ou à J+0. Ça, c'est la première grande question que je vais vous poser. Bah, écoutez, ça a été quand il y a eu cette attaque, quand on en a compris l'ampleur, quand on a vu l'information se développer, on regardait les réseaux sociaux et que même les médias officiels avaient du mal à suivre ce qui se passait sur les réseaux sociaux, même s'il faut s'en méfier, et même s'il faut filtrer les images parfois, parce que dans toutes les guerres, il y a souvent des réutilisations d'images anciennes ou d'horreurs qui ont été calquées ailleurs. En l'occurrence, là... l'histoire des bébés en cage notamment qui était fausse, et on sait qu'il y a eu d'autres Oui, intoxications oui, depuis. bien sûr, d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir des journalistes sur place pour vérifier. Mais il y a une vérification. Bref, on regardait, et oui, tout de suite, la question, c'est que va-t-il se passer si le Hezbollah décide d'attaquer sur la frontière nord? Là, parce que ce qui s'est passé dans cette... je ferai deux remarques. Première remarque, c'est que par rapport aux anciennes confrontations, aux 4 anciennes confrontations, donc 2009, 2012, 2014 et 2021, où entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas, le ratio entre le nombre de morts de chaque côté est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on se retrouve, en tout cas dans les premières heures ou la première journée, avec une proportion d'Israéliens tués 10 fois supérieure à celle des combattants du Hamas, ce qui est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Ce qui se passe depuis 15 ans, ouais. Voilà, donc là, tout à coup, l'élément de surprise est total, c'est-à-dire comment ont-ils été capables d'infliger autant de pertes civiles avec en plus cette horreur filmée. Pardonnez-moi de vous couper, parce que dans ce cas-là, pourquoi si on considère vraiment, parce qu'on est là pour essayer d'éclairer notre Oui, audience bien sur sûr. les hypothèses à retenir, et si on considère clairement comme l'Iran comme premier responsable, donc je veux dire la thèse par exemple d'Eli David, l'Iran est derrière cette opération pour couper Israël notamment de l'Arabie Saoudite. Si, vous venez de le dire, c'est la première fois, c'est vrai, on doit le rappeler, le Hamas
a obtenu des victoires en matière de propagande colossales. Maintenant, c'est en train de leur exploser au visage et les conséquences sont absolument abominables pour Gaza et pour les Palestiniens. Mais c'est la première fois que le Hamas obtient des victoires, entre guillemets, de cette nature, autant d'otages, autant de morts. Autant d'objectifs, même la capacité à occuper certaines villes quelque temps, enfin des trucs complètement fous. Ce qui, encore une fois, a suscité aussi beaucoup d'interrogations de la part de la presse de gauche en Israël. Donc, s'il y a eu autant de victoires à portée de main, vous savez, ce qu'on appelle sans cynisme des fruits bas. En gros, ça y est, on a obtenu des fruits bas politiques, on a obtenu des objectifs politiques qu'on n'aurait jamais obtenus avant. Pourquoi sous l'hypothèse, encore une fois, d'une organisation par l'Iran, pourquoi le Hezbollah n'aurait pas attaqué tout de suite? Parce que vous venez de rappeler que c'est juste. Oui, c'est juste ce que vous dites. Moi, je ne souscris pas non plus à la thèse d'une, comment dire, d'une décision de cette intervention prise à Téhéran. Maintenant que l'Iran a été mise au courant, je pense que c'est probable. Que le Hezbollah a été tenu en courant, je pense aussi que c'est probable. Maintenant, il est possible que... moi, je pense plutôt que c'est le Hamas lui-même qui a décidé cette opération pour des raisons qui le concernent, qui concernent son existence, qui concernent finalement ce qu'il représente, parce que j'évoquais les accords d'Abraham et cette paix faite avec les Palestiniens sans les consulter, sans qu'ils soient même inscrits véritablement dans les discussions. Eh bien, la situation pour le Hezbollah pour le Hamas de voir l'Arabie Saoudite et Israël se réconcilier, ça veut dire que son action devient complètement caduque. Et je pense qu'il y a une idée de la part de ce mouvement de se manifester au reste du monde. Alors là, on en vient au contexte. Et le contexte international est très important de la part du Hezbollah. J'ai expliqué tout à l'heure la décision aussi, ce sont des opportunistes. Pourquoi l'Azerbaïdjan décide de terminer la fin du Karabakh en ce moment, à cause évidemment de l'attention portée à la crise en Ukraine et à l'affrontement avec la Russie. Donc c'est clair qu'il est possible qu'on voit aussi d'autres, il y a d'autres sources de tension sur Terre. Je pense en particulier avec la rhétorique qui recommence à s'enflammer du côté de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il est possible qu'on voit d'autres conflits gelés, entre guillemets, se réactiver à la faveur d'un monde qui est en complète recomposition. Regardez l'expulsion, enfin, si on peut l'appeler ainsi, de la France de son précaré africain. On assiste à une cascade de changements diplomatiques depuis la guerre en Ukraine. On peut dire que la tectonique des plaques, elle a commencé à bouger avec l'invasion russe de l'Ukraine. C'était vraiment le début. Mais depuis, se sont passées énormément de choses et cette action du Hamas s'inscrit dans cette recomposition du monde qui est en train de se passer sous nos yeux, avec les BRICS qui acceptent des pays musulmans. C'est quand même nouveau, même si l'Inde était très réticente. Et l'une des raisons pour lesquelles le Hamas inscrit sa partition dans ce concert international et de manière sanglante, c'est pour, je pense, obliger les pays et obliger l'ensemble de la communauté internationale à se positionner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de piège pour certains. Et je pense que ça peut être aussi un piège autant pour l'Iran que pour les États-Unis. Dominique de Villepin, ce matin, a dit qu'il fallait faire très attention. On pouvait le comparer au 11 septembre en termes de choc, d'impact, peut-être du nombre de morts d'ailleurs, parce qu'au début, on ne pensait pas que là, on approche les 1500 côté israélien, et que la question, qu'est-ce qui va être fait de cette crise? Est-ce qu'on va déboucher sur des invasions de pays? Moi, j'ai entendu des trucs délirants, qu'il fallait bombarder le Qatar, des choses comme ça, alors que peut-être que le Qatar, même s'il n'est pas innocent dans cette histoire, pourrait, dans la question des otages en ce moment, parce que ça, c'est aussi un élément nouveau et inextricable dans un combat urbain. Vous avez déjà, avec Gaza, moi, j'ai couvert, je prends cette comparaison, elle n'est pas parfaite, hein, mais j'ai couvert en 2017 la bataille de Mossoul. Mossoul, il s'agissait donc de Daesh dans sa branche la plus militarisée, qui avait décidé de s'accrocher à cette ville avec une philosophie d'aller au bout, d'utiliser des kamikazes, d'utiliser toute la panoplie,
qui est la philosophie du Hamas aujourd'hui dans sa défense clairement de Gaza. La différence, c'est que bon, on était avec Mossoul 2 millions d'habitants. Il y en avait à peu près 1 million qui étaient partis avec la guerre. Il en restait quand même. Là, il y a 2,5 millions d'habitants avec les combattants du Hamas au milieu. Et puis, on va avoir une armée supérieurement dotée en artillerie par rapport à ceux qui se défendent. Mais je peux vous dire qu'à Mossoul, moi j'étais avec les unités de la Golden Division, l'Eyes of One, j'ai assisté à des prises de quartier, 9 heures d'opération pour récupérer 1 km² avec contre 10 personnes. On était, on va dire, une quinzaine de véhicules blindés dans la colonne et en 9 heures, on a réussi à reprendre 1 km² à 10 mecs habillés sans gilet pare-balles et avec des RPG. Voilà. Donc là, quand Israël va vouloir aller dans Gaza, Gaza, c'est 40 ans de tunnel, c'est une véritable ville souterraine. On peut imaginer que, oui, vous entendez dans l'actualité régulièrement le QG du Hamas, la branche militaire a été, et puis là on voit boum, on peut se douter que c'est probablement que l'état-major du Hamas ne se trouve pas là au moment dans le QG, quoi. Donc, et puis il y a aussi cette question de la dissimulation. Alors, moi je connais mieux le Hezbollah, mais je sais que le Hamas l'a fait aussi. C'est que le Hezbollah, depuis environ 2016 ou 2017, Israël a éliminé 2 chefs de la sécurité du Hezbollah qui s'appelaient Imad Mouguier et Mustafa Badreddine, qui étaient 2 militants extrêmement populaires, extrêmement charismatiques du mouvement. Et depuis ces éliminations, le Hezbollah a décidé d'arrêter pas de nommer ses commandants, mais en tout cas de leur donner une aura. C'est-à-dire qu'en fait, et le Hamas a fait pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les commandants. Enfin, on les connaît, les services de renseignement en connaissent certains, mais même ils ne sont pas sûrs de l'identité. Enfin bref, il y a une dissimulation encore davantage, puisque... Si vous me permettez d'intervenir sur ce point, l'armée israélienne avait été critiquée pour avoir identifié bien trop de ses commandants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par des moyens d'open source intelligence d'OSINT. On sait qu'en en Ukraine, ces erreurs-là avaient été commises dans les 2 camps et qu'elles ont été rapidement corrigées parce que, évidemment, elles ont donné lieu à des assassinats ciblés très rapidement. Donc là aussi, vous avez parlé de la modernisation des différentes armées, vous avez parlé du fait que le Hezbollah a permis de moderniser l'armée syrienne dont vous signaliez qu'elle était post-soviétique et ventripotente. J'ai bien aimé ce terme parce que ça représente assez bien la réalité de l'armée syrienne à l'époque. Ouais, plus on était gradé, plus on avait un bid important. C'est un peu ça. En effet, c'était pas particulièrement, significatif du caractère opérationnel que doit garder un gradé. Donc, c'est sûr. Et quand vous regardez les mecs du Hezbollah, parce que j'ai eu l'occasion de les voir, je peux vous dire qu'ils sont très fit. Ouais, donc il y a eu tout cet aspect intelligence, renseignement en amont était important. Mais pour en venir donc à en fait aux motivations, parce que pourquoi, vous savez ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein, etc. Ou comme disait Héraclite, c'est le tonnerre qui gouverne. Pourquoi le Hamas aurait fait ça? Et dans ce cas-là, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait simplifier la situation en disant que le Hamas a tenté de mettre Israël devant le fait accompli, de forcer une bataille de Gaza, parce que c'est ce qui va se passer. Une bataille de Gaza, un des territoires les plus densément peuplés sur Terre, 2 500 000 habitants, dont plus de 65% en moins de 24 ans. Des gens qui n'ont rien à perdre. Donc en général, comme vous le savez mieux que moi, en matière de guerre asymétrique, on considère qu'une victime civile, ça fait 7 recrues derrière. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le général Petraeus en personne. Cependant, on peut considérer que cette équation ne s'applique pas à qui voudrait complètement évacuer Gaza, pour ne pas utiliser un autre terme. En l'occurrence, évacuer, c'est pas possible puisque l'Égypte n'a pas ouvert la frontière. Donc, est-ce que le Hamas n'aurait pas tenté de forcer une bataille de Gaza en se disant voilà, que le meilleur gagne. Si jamais on la gagne, un coup de poker. Si jamais on la gagne, on va avoir un prestige exceptionnel, on va avoir humilié Israël, etc. Si on la perd, vous perdez Gaza, c'est terminé. Il va y avoir des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de morts, en incluant les morts sanitaires, les morts par manque d'accès aux soins, etc. Donc, est-ce que c'est une explication plausible? Oui.
Je pense que c'est une explication plausible. C'est aussi l'explication c'est un peu la suite de ce que je vous disais tout à l'heure à propos des conséquences des accords d'Abraham. C'est-à-dire que, bon, finalement, on avait fini nous-mêmes en Occident par penser que la question palestinienne, c'était quelque chose qui était aux oubliettes. C'était devenu. N'oublions pas, il faut revenir là-dessus. Parce qu'on dit, oui, le Hamas sanguinaire, en effet, on a vu, a commis des atrocités, etc. Mais il y a des centaines d'atrocités qui ont été commises dans les 50 dernières années au nom de la cause palestinienne. Souvenez-vous de l'affaire de l'Achille Lauro, ce bateau italien où un milliardaire américain sur un fauteuil roulant avait été jeté à la mer par des militants palestiniens. Donc déjà, à l'époque, c'était comment dire, ça avait fait vraiment... Et puis le sort des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Enfin, la cause palestinienne, c'est une traînée de sang. Et c'était, à l'époque, la grande cause de l'extrême gauche française et internationale, d'ailleurs, avec tous les mouvements terroristes étaient positionnés pour la défense de la cause palestinienne, que ce soit la bande Abadère, la fraction armée rouge, les brigades rouges, en fait toute la nébuleuse extrême gauche activiste terroriste était engagée dans cette cause. Donc voilà. Et cette cause, au fil des années, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les accords de Camp David, il y a eu l'ère Clinton, il y a eu les accords d'Oslo. Avec accords de Camp David, si vous le permettez, je vous en prie. Les accords de Camp David, c'est la fois la plus proche, où on a été la plus proche d'une solution à un État, qui aujourd'hui, on va être clair, je pense, est totalement impossible. Une solution à un État aujourd'hui, en admettant même qu'on puisse envisager de remettre sur la table la solution à 2 États, ce que la Chine et la Russie veulent faire, ça serait déjà le bout du monde. Mais alors la solution à un État où Izratin, comme l'avait appelé Kadhafi à une certaine époque, n'était pas forcément le meilleur nom possible. Ça, on est d'accord, c'est cuit. Mais d'ailleurs, d'une part, on a une certaine partie de la politique israélienne qui avait considéré que c'était une trahison, puisqu'elle a mené donc l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui était donc le promoteur de cette solution avec Yasser Arafat. Mais dans le même temps, à l'époque, l'OLP et le Fatah de Yasser Arafat, aujourd'hui de Mahmoud Abbas, étaient encore pertinent en matière de défense disons, du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Et aujourd'hui, l'OLP, le Fatah, alors avait prétendument renoncé à la violence. C'était ce qu'on avait commencé à voir, parce qu'autant vous avez parlé des attentats de Munich, là le Hamas n'existait pas encore ou n'était pas encore structuré. Septembre noir. Voilà, le Septembre noir, qui a donné en France la création du GIGN. Mais ensuite, l'OLP a normalisé davantage ses relations avec Israël. Mais aujourd'hui, le Fatah n'a quasiment plus aucun pouvoir dans cette situation, et tous les yeux sont braqués sur le Hamas, d'autant plus que, comme on l'a rappelé, la démographie de Gaza est si jeune. Donc les jeunes vont faire leur choix qui soutiennent. Si on peut poursuivre par rapport à la précédente question, justement, c'est cette... Non, il n'y a aucun souci. Ce que je voulais... Là où je voulais en venir, c'est de dire que cette cause palestinienne, cette valeur cardinale, ou en tout cas symbole de l'extrême gauche des années 70-80, et qui reste aussi très fortement imprégnée dans l'extrême gauche d'aujourd'hui. Hein. On le voit avec toute la polémique autour de Mélenchon, LFI, etc., et puis aussi d'autres représentants d'extrême gauche dans les facultés américaines et autres. En fait, cette cause, finalement, elle s'est édulcorée. Elle a été, d'ailleurs, elle n'a pas été, on dit le Hamas, c'est Daesh, mais bon, ok, ils reprennent sans doute pas mal de caractéristiques du groupe, mais en fait... moi, j'ai assez rarement vu, j'ai écrit 2 livres sur Daesh, j'ai assez rarement vu la cause palestinienne comme étant... Daesh était plus porté à parler des croisades que de défendre les Palestiniens. Ben Laden, malgré qu'il avait un mentor qui s'appelait Abu Azam, qui était palestinien, et dans le djihad qu'il a fait en Afghanistan, il avait cette idée au départ de la cause palestinienne, mais il a assez rapidement laissé de côté. Le but, c'était
c'était de créer l'Oumma planétaire, c'était de conquérir le monde, c'était de terrasser les koufars. Il ne s'agissait pas tellement de défendre un petit peuple oppressé. Alors bien sûr, quand on allait, quand on les questionnait, et même moi j'ai eu des discussions énormes, enfin longues, avec des chefs talibans, par exemple. J'ai jamais entendu un chef taliban me parler de la cause palestinienne, jamais. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que donc cette cause palestinienne, en fait, progressivement, je pense, a périclité jusqu'à ce que, eh bien, alors là, c'est la question de l'attitude finalement des dirigeants d'Israël. Et là, on est sur un type d'individu avec Netanyahou. En fait, le problème des dirigeants d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre. C'est qu'ils ils n'ont pas été baignés dans cette idée que eux-mêmes et leur action ont contribué à la création de l'État d'Israël. Vous prenez donc Ben Gourion, vous prenez Golda Meir. Golda Meir, elle amène le financement. Elle a vécu aux États-Unis, elle va aux États-Unis, elle ramène l'argent. Ben Gourion l'envoie là-bas, et puis progressivement, il va y avoir tout de suite des guerres, tout de suite. Et tout de suite, ce sont ces généraux-là qui ensuite vont faire des carrières politiques, Moshe Dayan, Menahem Begin, Sharon évidemment, jusqu'à Rabin aussi, qui était un magnifique général. Et en fait, leur histoire personnelle était intimement liée à celle d'Israël. Netanyahou, c'est très différent. Netanyahou, il a un parti new-yorkaise. C'est quelqu'un de moins, je dirais, il est moins dans la chose militaire. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Une des raisons des divisions à l'intérieur d'Israël, c'est le positionnement par rapport entre l'armée et le politique. Oui, il y a une vraie dissension, et le Hamas a attaqué, permettez-moi de le dire, dans un moment où la société israélienne a été extrêmement fragilisée par la réforme proposée entre autres par Netanyahou sur la baisse du pouvoir des juges et une forme de tentative d'autocratie officielle, en fait, constitutionnelle, sur laquelle les Israéliens se sont divisés comme jamais. Et le Hamas attaque dans un moment, je vous l'ai dit, d'apaisement géopolitique et de crise interne, avec une division considérable des Israéliens. Donc, moment de fragilisation de la société, et aujourd'hui, grand danger, parce que c'est pas simplement comme avant, quand le Hamas faisait des salves de roquettes et autres sur les colonies ou sur les villes du Sud, où il y avait un sentiment de terreur, etc., mais surtout un sentiment de vengeance. Aujourd'hui, il y a une véritable peur. Et regardez la communication de l'armée israélienne aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la communication des précédentes opérations, plomb durci et autres, où on ne voyait rien. Aujourd'hui, on voit les soldats, on voit leur visage, ils parlent calmement à la caméra, il y a le chef d'état-major des armées qui se balade au milieu de ces soldats, on voit même des opérations qui ont déjà été menées de reconquête de territoire avec la GoPro, comme en Ukraine, en fait. Opération, on arrive dans le village, on investit pour montrer à la population que Tsahal est là et qu'elle est encore invincible, parce que je pense qu'il y a pas mal d'Israéliens qui en doutent aujourd'hui. Oui, il y a le fait de rassurer. Mais justement, parlons de Netanyahou, parce que c'est vraiment un animal politique, disais-je, à savoir une sorte de survivaliste avec des affaires, beaucoup d'affaires. Oui, qui lui collent à la peau, où il risque d'être inculpé, voire même d'être condamné ou mis en prison, disent certains. Et en tout cas, son pays était bloqué depuis 11 mois. C'est vrai, il y avait énormément de manifestations pour ces réformes constitutionnelles. Alors, rappelons qu'Israël n'a pas de constitution, mais des lois fondamentales. Cependant, ça reste un pays avec une certaine séparation des pouvoirs, autant que faire se peut dans le contexte. Et cette séparation des pouvoirs était clairement, selon plusieurs analystes, menacée par les réformes que voulait imposer Netanyahou. Et là, tout dernièrement, on a d'une part les services iraniens qui viennent de prétendre avoir obtenu des documents de Netanyahou, donc par espionnage, à savoir des listes de ses adversaires politiques, comme à peu près, j'imagine, dans n'importe quel pays, ça se fait. On a, comme disait Giulio Andreotti, il y a deux choses qui sont très développées chez moi, mon sens de l'humour et mes archives. Eh bien, j'imagine que c'était pareil pour Netanyahou. Donc, il y avait apparemment, prétendent les Iraniens, des informations sur Ehud Olmert, Naftali Bennett et d'autres. Vous avez rappelé que Netanyahou a tranché par rapport, en effet, à opposition type, enfin, comment dire, au pédigré type d'un premier ministre israélien comme Sharon ou Begin. Mais Bennett, ouais, ou Barak, absolument. Mais Bennett, non, puisque Bennett était, lui, carrément issu des
spécial. Et il n'est pas resté très longtemps aux affaires, mais on sait déjà il se dit en Israël qu'il a des positions assez différentes, qu'il ne peut bien sûr pas les exprimer dans cette situation. Donc en gros, ça pourrait être, si on reprend le cas Netanyahou, qui, j'insiste, est vraiment un animal politique, un survivaliste qui trouve toujours des moments pour revenir en politique, même quand on pense qu'il est complètement mort. Et des moments qui sont considérés par Haaretz comme les pires barbouzeries de l'État d'Israël, puisque c'est vraiment ce dont Haaretz l'accuse de façon répétée. Elle l'accuse d'avoir contribué à la montée du Hamas. Alors ça, aujourd'hui, on sait qu'en partie, c'est un secret de polichinelle. En effet, il y avait l'idée de supprimer l'option politique qui était portée par le Fatah, l'OLP, et d'avoir le Hamas qui, lui, ne cherche pas d'option politique, mais 100% de la confrontation. Et on voit où ça mène aujourd'hui, puisque l'option politique... ils ont réussi, hein. Voilà, oui, ils ont réussi à créer une bataille décisive. Mais, nous, les Français, on se rappelle de ce qu'une bataille décisive peut donner, par exemple, à Montréal, avec la bataille des plaines d'Abraham, même si c'était beaucoup plus soft. Mais parfois, convoquer une bataille décisive, c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire, d'autant que là, Gaza est complètement sous blocus. Et cette bataille décisive, c'est donc, on l'a dit au début, au moins 300 000 soldats israéliens. Il n'y a pas 300 000 soldats à Gaza. Il y a 2 500 000 civils, mais il n'y a pas 300 000 soldats. Donc, si on parle de Netanyahou, en gros, la question que je voulais vous poser, et pardonnez-moi cette amphigourie, c'était, en gros, si on considère que le Hamas a tenté un fait accompli, est-ce qu'on doit considérer que Netanyahou, soit s'en est emparé en sautant dessus à pieds joints, comme dit Haaretz, soit s'est dit, OK, comment on dit, I call, je vois votre relance et je vous relance aussi. Quel est votre... Oui, enfin, le truc, il faut quand même reconnaître que Netanyahou, malgré tous ses défauts, c'est son côté magouilleur et tout ce qu'il a pu faire d'obscur dans sa vie, n'a pas eu le choix. Là, vis-à-vis de la société israélienne, c'est lui qui est au pouvoir. Il n'a pas d'autre choix que de répondre par une promesse d'éradication totale du Hamas. Là, on est dans une confrontation où je vous dis, il y a, je pense, de la part des stratèges du Hamas, il y a un double down, comme on dit au casino. C'est-à-dire qu'on met tout sur le truc, on y va et voilà, on double la mise, voilà, pardon. On double la mise et on voit comment l'adversaire réagit et on voit surtout si l'adversaire est en mesure de réagir, parce que je vous disais, cet élément de vengeance, il est permanent, mais jamais un Israélien qui a 20 ans aujourd'hui n'a vu de type cagoulé du Hamas armé, liquider n'importe qui dans les rues d'Hérat, d'Ashkelon de sa vie, et y rester plusieurs jours, voire tenir le siège aux forces israéliennes, d'abord à la police et ensuite à Tsahal. C'est de l'inédit absolu. Et ça, ces situations-là, avec l'impact visuel qu'elles ont, elles peuvent entraîner un mouvement déclenchant fragilisant extrêmement la société. Il y avait peut-être aussi de la part du Hamas une idée d'engager ou de forcer l'engagement, de mettre l'Iran peut-être au pied du mur aussi d'une certaine façon, même si l'Iran, voilà, même si l'Iran il trouve quand je dis Iran, Hezbollah est dedans évidemment, mais donc il y avait une manière aussi de dire aux grands frères, est-ce que vous assurez, est-ce que vous venez pour la cause, est-ce que notre cause vous intéresse toujours? Et je pense que le degré d'extrême sophistication, enfin, en même temps, c'est aussi des choses assez rudimentaires. Et puis, on peut dire aussi que, question valeur militaire, aller assassiner des civils et des femmes et des enfants, c'est pas très, très glorieux. Mais bon, en tout cas, ça fait partie de leur philosophie d'éradiquer complètement l'adversaire. C'est leur vision du monde. Donc là, il y avait de leur part, il y avait une idée d'opportunité. Ils ont compris que à beaucoup de niveaux, la société israélienne était fragilisée. Je vous dis, pour moi, cette rêve à 3 km de Gaza, elle est extrêmement symbolique. Elle est symbolique d'une société israélienne qui se cherche. Je parlais de la question des valeurs aussi incarnées par les hommes politiques ayant risqué leur vie pour l'État d'Israël et d'autres la risquant plus pour des magouilles personnelles ou une politique qu'on dira plus occidentale, classique.
et que Israël est peut-être aujourd'hui en train de se chercher un second souffle aussi, d'un État qui est né dans la guerre, qui a été façonné dans la guerre. Aujourd'hui, Israël était un peu à la dérive, à l'image de pas mal de sociétés occidentales aussi, hein, de chercher un idéal. Vous savez, quand on a vu Daesh arriver dans nos banlieues, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est dit c'est le mal absolu, etc. Et puis après, il y a des gens qui se sont dit, mais attendez, à part jouer aux jeux vidéo, à la PlayStation dans sa piole, puis tout à coup, il y a un mec qui te dit, bah, tu vas voir, tu vas les combattre pour une cause glorieuse, tu vas aller au Cham, etc. Et finalement, bah oui, chez certains, ça a marché. Il y a quand même 2500 Français à peu près, et Européens, et plus d'Européens qui ont traversé la frontière, qui ont traversé la Turquie pour aller se joindre à cette organisation monstrueuse qui a quand même mis en esclavage les yézidis. Enfin, je veux dire, on a quand même des gens qui sont sortis de leur cité pour aller faire ça. Donc voilà, le problème de l'absence d'idéal et de l'absence aussi parfois peut-être de terreau commun, eh bien, touche aussi la société israélienne qui est divisée sur des questions politiques, mais peut-être aussi sur des orientations. Regardez ce qui est devenu Jérusalem par rapport à Tel Aviv. C'est deux mondes aujourd'hui. C'est le monde des woke d'un côté, le monde des religieux de l'autre. Et est-ce que tout ça a encore un avenir en commun? C'est ça peut-être aussi qui est posé dans cette réponse. Est-ce que Israël va être capable justement de trouver, de se régénérer et de terrasser celui qui la défie comme jamais? Oui, là, vous posez bien les enjeux, c'est-à-dire qu'on disait souvent qu'Israël, de ce point de vue-là, était comme le Pakistan, c'est-à-dire pas un pays avec une armée, mais par la force des choses, une armée avec un Exactement. pays. Et bon, certes, Netanyahou avait en quelque sorte cassé un petit peu cette tendance, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il n'était pas issu de l'appareil militaire, mais il avait tout de même fait une longue carrière militaire. Enfin, pas Oui, carrière, mais voilà. Mais c'est obligatoire. voilà, de toute façon, c'est obligatoire. Mais donc, en effet, vous avez rappelé les grandes failles, c'est-à-dire on a d'un côté Tel Aviv avec sa communauté gay, son wokisme, etc., puis Jérusalem avec son ultra-conservatisme. Et puis, il se disait que revenait, parce qu'on aurait pu, en fait, ce que certains analystes disaient avant que les événements de Gaza ne surviennent, c'était qu'il se préparait davantage un nouvel intifada. Ce qui aurait Oui, c'est vrai. été beaucoup moins grave, beaucoup moins intense. Et en général, les intifadas sont provoquées par des questions ayant trait au mur des lamentations, au dôme du rocher, au troisième temple. Et donc, les rumeurs circulaient de ce que certains ultra-orthodoxes envisageaient encore de mettre sur la place publique la possibilité de détruire le dôme du rocher. C'est Alain Juillet qui en parle notamment. Et évidemment, ces rumeurs immédiatement vont faire se hérisser les cheveux sur la tête du monde musulman, pour qui le dôme du rocher est le troisième lieu saint. Et ça, en général, c'est ce qui provoque des intifadas. Et là, on n'a pas eu, mais en tout cas, dans ce contexte, ça rappelle les clivages, puisqu'on a d'un côté une Jérusalem qui est préoccupée par des considérations eschatologiques, dôme du rocher, reconstruction du troisième temple, etc. Oui. Et puis de l'autre, on a Tel Aviv qui est plutôt préoccupé par des considérations matérielles et qui parfois revendique un certain athéisme de bonne loi. Donc c'est vrai que ça ne peut pas être aussi différent pour deux villes qui sont à 45 minutes de voiture l'une de l'autre. Et là, d'un coup, on n'a qu'un seul Israël du jour au lendemain dans ce contexte. Donc on peut quand même aussi dire que le Hamas a relativement raté son coup d'un point de vue politique, parce qu'un pays qui était clivé, distingué, séparé, est devenu comment dire, monolithiquement unifié du jour au lendemain. Oui, monolithiquement unifié. Maintenant, la vraie question va être le défi, d'aller au bout du défi, enfin de répondre au défi jusqu'au bout. C'est-à-dire de s'engager dans une aventure militaire en zone urbaine avec de la population civile. C'est-à-dire, je vous dis, quand j'ai rappelé Mossoul tout à l'heure, parce que mais Mossoul, c'est 8 mois de siège. C'est plus long que Stalingrad. Donc historiquement, est-ce que, et ça veut dire accepter des pertes, ça veut dire accepter aussi des montagnes de cadavres de civils, puisque là les civils sont, et même s'il n'y a que 20 000 combattants du Hamas dans Gaza, je ne suis pas bien sûr qu'il y avait eu plus de combattants d'ISIS dans Mossoul au moment de l'attaque de l'armée irakienne, aidée par toutes les armées occidentales. Souvenez-vous, les canons César français, enfin tout était utilisé pour abattre et détruire l'État islamique, qui d'ailleurs a été détruit. Je ne considère pas que la capitale
capture de Raqqa, qui était pourtant sa capitale, était un élément fondamental. Le vrai début de la fin de l'État islamique, c'est Mossoul, mais il faut voir le prix que ça a coûté, le nombre de morts, ça a été moins documenté à l'époque pour des raisons à mon avis plus politiques, mais il y a eu autant de morts à Mossoul en 8 mois qu'il y en a eu à Alep en 4 ans de siège. Pourtant, on a beaucoup plus parlé des morts civiles d'Alep que des morts civiles de Mossoul. Mossoul, c'était l'hydre de Daesh, il fallait à tout prix le terrasser, on y est parvenu, mais à quel prix? Et là, on se retrouve dans une situation où un pays, Israël, va devoir répondre à ce défi avec en plus des otages au milieu, avec un nombre d'otages comme on n'en a jamais connu. Jusqu'à présent, c'était un soldat, 2 soldats, et on savait, souvenez-vous, en 2011, de l'échange de Gilad Shalit contre 1000 prisonniers. Là, d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi on parlerait, le Qatar essaierait de négocier avec l'Égypte sur la libération de prisonniers palestiniens contre les otages. Enfin, bon, évidemment, c'est assez logique qu'on commence à entendre reparler de ça. Mais en tout état de cause, on n'a jamais connu ça. Et je crois que malheureusement, si Netanyahou veut tenir sa promesse, ça se fera malheureusement au détriment de la vie des otages, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas à la fois essayer de préserver la vie d'otages et en même temps vouloir éradiquer des militants bien entraînés dans une zone urbaine dans laquelle il va falloir y aller maison par maison, rue par rue, et ça va être extrêmement long. Voilà. Et très retranché, comme vous l'avez dit. Exactement. Alors, dernière question avant de passer aux questions du chat. Selon vous, parce que bon, si le Hamas a vraiment préparé cette opération pendant plus d'1 an, il est certain qu'il avait anticipé une bataille de Gaza qui se prépare, puisque c'était la suite absolument logique et inévitable d'une telle opération. Dans ce cas-là, première question, selon vous, qui a piégé qui? Est-ce que c'est le Hamas qui a piégé Israël, ou est-ce que c'est en quelque sorte Israël qui a piégé le Hamas en double down, en faisant cette relance, disant voilà, est-ce que finalement maintenant Israël va pouvoir avoir sa bataille décisive sur Gaza, qui était un problème qui pour eux traînait depuis trop longtemps et pour lequel Netanyahou n'a jamais voulu de solution à 2 États, il faut être très très clair. C'est ce dont l'accuse encore une fois Haaretz. Haaretz dit Netanyahou a méthodiquement sapé la solution à 2 États, notamment en encourageant le financement du Hamas, qu'il faut rappeler ça, c'est factuel, il y a le Qatar. Donc dans ce cas-là, si Netanyahou, qui comme on le disait est un animal politique, qui est là depuis longtemps, qui comme on dit en français, grenouille dans les ministères, qu'ils soient aux affaires ou pas, attendait cette occasion depuis longtemps, et donc a sauté sur l'occasion pour double down, comme vous dites, d'autant que même d'un point de vue militaire, Israël peut double down, parce qu'elle a énormément de réservistes, donc elle peut multiplier par 3 son nombre de personnel sur le pied de guerre. C'est littéralement ce qui s'est passé, on est passé de 140 000 à 540 000 en très peu de temps. Donc qui, selon vous, en première impression, ça vous engage pas du tout sur le long terme, mais entre guillemets, qui a piégé qui est aujourd'hui dans la situation? Est-ce que le Hamas a vraiment tout préparé pour faire un massacre pendant la bataille de Gaza, ou est-ce que maintenant c'est plié, la bataille décisive risque d'être un énorme carton? C'est très intéressant parce que cette question me pose beaucoup d'autres questions. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la cause palestinienne et de son histoire, et des différentes formes politiques qu'elle a pu épouser au fil des années, en fonction des périodes de calme ou de guerre. Aujourd'hui, elle est contaminée par une donne djihadiste évidente, même si je ne fais pas un parallèle complet entre le Hamas et Daesh, même on va retrouver des éléments communs. Daesh, les deux, mais on voit que dans la communication, il y a de plus en plus. Oui, bien sûr. Mais il y a des plans tactiques et géopolitiques. En réalité, on ne peut pas comparer les deux. Mais en effet. Non, mais donc on est dans il y a 2 entités, mais qui évidemment l'une prend de la communication de l'autre. Enfin, il y a des attitudes aussi, et puis il y a une donne djihadiste qui fait que peut-être, même s'il y a toujours l'idée de se sacrifier pour la cause, qu'elle soit laïque ou qu'elle soit religieuse, il y a quand même une prédisposition, on dira plus quand on est combattant du djihad islamique ou du Hamas, vers l'au-delà. C'est-à-dire qu'on va vers un combat jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire, mais ces mouvements-là l'ont démontré. La vraie question, c'est quand Al-Qaïda, la vraie question que me fait
me poser la question que vous venez de me poser. C'est est-ce que quand Al-Qaïda a fait le World Trade Center, est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner ou non? On était aussi dans une... et là, il faut se remettre dans une configuration de temps et d'appréhension du temps. Moi, ce que m'a beaucoup appris ma carrière de journaliste des 10 dernières années, notamment en fréquentant le Moyen-Orient et en particulier l'Afghanistan, c'est l'idée que, et la Russie également, c'est l'idée qu'il y a des civilisations qui fonctionnent sur le temps long et nous qui fonctionnons sur le temps court. Israël étant une civilisation qui est plus occidentale, me semble-t-il, que moyenne-orientale en réalité, enfin dans sa façon de vivre, même si il y a cette donne religieuse. Je pense qu'il y a chez les combattants du Hamas, comme il y a chez les combattants du Hezbollah, l'idée que la chose peut être remise à demain et que la confrontation va durer et que un jour il y aura le triomphe. Regardez, les talibans ont attendu 20 ans avant de reprendre le pouvoir. Les Américains les ont chassés et ils sont revenus. Oui, Et d'ailleurs, ils étaient pas. Comment? si vous me permettez, Alain Chouet, l'ancien des services français, avait même témoigné devant une commission parlementaire. Il avait dit Al-Qaïda est mort dans les trous Haras de Tora Bora, c'est littéralement le site dans cette commission parlementaire il y a 20 ans. Il a dit, mais simplement, elle a été engrossée, on s'est servi d'une mitrailleuse pour tuer un moustique, je continue à le citer verbatim. Comment dire, le phénomène a été engrossé par l'activité américaine. Et en plus de ça, j'imagine que c'était, je ne vais pas vous enlever les mots de la bouche, mais là où vous alliez en venir, c'est-à-dire les talibans ont été renforcés politiquement considérablement par le fait qu'ils ont chassé les Américains hors d'Afghanistan. Et maintenant, ils sont crédibles politiquement pour des décennies. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est peut-être aussi ce que tentait de réaliser le Hamas. C'est-à-dire que ces groupes, internationalement, se jaugent les uns par rapport aux autres. Il y a une compétition parmi ces groupes, on va dire, d'obédience djihadiste, même si la manifestation politique du djihad chez l'un et l'autre est différente. Les talibans ont un aspect très nationaliste. Pour revenir aux discussions que j'ai eues avec des chefs talibans, pour eux, il n'est pas question de, même s'ils ont hébergé des groupes, et ça, on en a beaucoup parlé, à vocation internationaliste, eux ont une vision strictement nationale, c'est-à-dire leur terre, c'est l'Afghanistan. Il me disait, vous pouvez être chrétien en Europe, à partir du moment où vous ne nous faites pas chier chez nous, on ne viendra pas vous faire chier chez vous. Et donc les talibans ont cette vision-là. Le Hamas, c'est pour ça quand on dit le Hamas, c'est Daesh, j'entends dire, oui, ils ont la Houma dans la tête, il va y avoir une contagion dans nos banlieues. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le Hamas a pour objectif de contrôler l'État d'Israël et d'en refaire la Palestine, en fait, d'éradiquer les Juifs, en tout cas d'éradiquer, c'est horrible, c'est cruel, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas l'intention de s'installer en Égypte, ils n'ont pas l'intention de conquérir toute la région. Leur objectif, c'est leur ennemi traditionnel, c'est-à-dire de s'imposer en Israël, en fait. Ou en tout cas, voilà. L'opposé du Fatah, mais qui, encore une fois, le Fatah n'a plus de puissance. N'a plus d'importance, non. Dans la région. La base est complètement discréditée aujourd'hui. Absolument. Et attendez, je voulais du coup vous poser une autre question en lien avec ça. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû avoir davantage gardé le fil. Mais ah oui, si, tout de même. Alors, avant de passer aux questions du chat, c'était la question importante. On aurait dû, et je demande même à notre audience de me pardonner pour ça, on aurait tout de même dû y consacrer davantage de temps. Qui peut encore arrêter cet engrenage? Qui ou quoi? Comme entité, comme État? Ou est-ce que tel ou tel... Alors, arrête semble essayer. C'est aussi bon. Arrête ce paix Netanyahou non-stop depuis le début. Il le déteste, cette bonne guerre. Il y a une plus grande diversité d'opinions, ça c'est clair, de ce point de vue-là. Mais il ne propose pas non plus d'arrêter un cessez-le-feu. La Chine fait des appels au cessez-le-feu, mais la Chine n'a aucun moyen de l'imposer. La Russie fait des appels au cessez-le-feu. Elle a davantage de moyens de l'imposer que la Chine, enfin de l'imposer non, mais en tout cas de convaincre et d'intervenir. Je ne sais plus qui avait dit un porte-avions, c'est 12 000 tonnes de diplomatie ou 120 000 tonnes de diplomatie. La Russie n'a pas 120 000 tonnes de diplomatie dans la région, puisqu'elle vient de renvoyer la flotte de la mer Noire, alors que justement, c'était ces 120 000 tonnes de diplomatie qui avaient permis de protéger, de sauver la peau de Bachar al-Assad. C'était le de l'amiral Kuznetsov et puis de la flotte de la mer Noire, justement, qui elle-même avait justifié le coup d'État en Crimée, enfin l'annexion de la Crimée par les services spéciaux russes. Donc, qui peut encore
arrêter tout ça? Qu'est-ce qui peut empêcher? Parce que là, ça y est, on a au minimum 300 000 soldats israéliens. Et si Israël attend, c'est qu'il va mobiliser davantage. Donc, on a au minimum 300 000 soldats israéliens autour de Gaza. On a l'eau coupée, l'électricité, la nourriture. Certainement, si le Hamas prépare ça depuis un an, on ne peut qu'espérer qu'en lien avec l'Égypte, ils ont des approvisionnements en eau souterrain. Mais c'est purement spéculatif. Il n'y a rien qui le démontre aujourd'hui. Auquel cas, on aura une crise humanitaire sans précédent, ça c'est absolument certain. Et les conséquences politiques pour Israël seraient colossales. Là, j'insiste, pardonnez-moi de citer Haaretz toutes les 15 secondes, mais c'est littéralement ce qu'écrit Haaretz sur les conséquences politiques d'un tel événement pour lequel la population israélienne n'a pas voté. Vont être absolument colossales. On le voit avec Khaled Meshal qui fait un appel au djihad le vendredi 13. Donc c'est cash, c'est-à-dire ça y est, vous êtes tout avec nous ou contre nous. Donc qui ou quoi pourrait encore arrêter ça? Non, je cite souvent cette phrase d'Antonio Gramsci qui dit le monde ancien n'est pas encore mort, le monde nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. On est vraiment dans le clair-obscur là, avec les monstres qui surgissent. C'est-à-dire que il y a une période, on assiste à une période de recomposition du monde. Je ne sais pas si parler de tectonique des plaques. Quand il y a un tremblement de terre quelque part ou une plaque qui s'écarte, il faut un petit moment avant que d'abord le tsunami et même que tout se remette en place. Et là, on est en train d'assister au niveau international à un mouvement de pulvérisation de certaines alliances, de renforcement d'anciennes alliances ou d'autres, et puis de division globalement, on va dire, entre les BRICS et l'Occident. Globalement, c'est ça, même si chacun joue parfois sa partition avec un ventre mou immense et de plus en plus putréfié au milieu qui s'appelle l'Europe. Et en fait, on est dans ce mouvement-là où l'imprémature de la force et l'imprémature morale d'un pays, même s'il était critiquable, en l'occurrence les États-Unis, pouvait dicter quand les États-Unis étaient superpuissance ou après la chute de l'URSS, il pouvait y avoir un règlement qui venait de ce pays, ou en tout cas qui pouvait venir par d'autres biais, mais quand il était appuyé par les États-Unis, en général, on y arrivait. Les États-Unis aussi ont réussi à résoudre des crises, ou en tout cas à faire qu'elles ne dégénèrent pas, à la fois en pesant sur l'autorité palestinienne et sur le gouvernement israélien, même si ils étaient de facto Donc aujourd'hui, il n'y a plus cet arbitre international. L'ONU ne l'a jamais été. Il y a des diplomates chevronnés qui pourraient regarder la crise syrienne. Alors, la crise syrienne, c'est très difficile, mais il y a eu des tandems comme ça qui ont pu, je pense à John Kerry et Sergueï Lavrov pour la crise syrienne, où c'est des gens qui avaient finalement, à force de s'occuper d'une histoire, vraiment la volonté d'essayer de faire quelque chose, en sachant que la partie adverse tenait des doubles langages, que c'était extrêmement compliqué et que diplomatiquement, on n'est pas arrivé à grand-chose à la fin. Mais bon, il peut y avoir une initiative ou un pays. Peut-être que le Qatar sera, je pense, volontiers voudra se racheter une conscience avec tout le financement qu'il a pu faire du Hamas ces dernières années. Et peut-être que le Qatar pourra, puisque vous avez cité Khaled Meshal, mais il y a aussi Ismaël Haniyeh qui sont sur le territoire du Qatar. Donc le Qatar pourrait intervenir peut-être pour négocier les otages. Il peut y avoir un jeu et il y a une initiative aujourd'hui tout à fait surprenante de la Croix-Rouge aussi, qui est venue pour essayer de... Donc, c'est petit, c'est dérisoire par rapport à la haine qui a été déclenchée par ce conflit et à la volonté des Israéliens d'écrabouiller Gaza. On va être face à ça. Mais il va falloir, je pense, observer en tout cas, je pense, et ça, c'est mon sentiment profond, qu'on arrive quelque part à un scénario à l'ukrainienne. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en Ukraine, on l'a vu, l'escalade s'est faite, mais à part des piqûres de mouches sur le sol russe, il n'y a pas eu de bombardement massif, ni d'utilisation de missiles balistiques intercontinentaux ou autres armes de l'enfer par les Ukrainiens contre les villes russes. Pardonnez-moi, il y a tout de même eu 1 million de morts sur l'Ukraine. Il y a tout de même eu 1 million de morts en Ukraine à la fin. Vous parlez de là, cette fois-ci, là? Oui, pardon, je parle de cette guerre-là, absolument. Vous parliez de 2014, vous parliez de Non, je parle. Vous pensez qu'il y a 1 million de morts en Ukraine?
Alors, c'est les chiffres, non, pas seulement d'Ukrainiens, mais Russes plus Ukrainiens. Et Ah oui, les d'accord, ok. Oui, oui, et, c'est une guerre terrible. Non, mais c'est pas la question du nombre de morts, c'est pas la question de l'atrocité de la guerre. Encore une fois, je vous dis, je viens d'y passer 15 jours. Elle est toujours aussi intense, elle est toujours aussi abominable. Mais en revanche, elle n'a pas débordé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle n'a pas débordé, la Transnistrie n'a pas été envahie, la Moldavie n'a pas été machin, la région de Belgorod est restée grosso modo aux mains des Russes. Si vous voulez, toutes ces tentatives, il y a eu le S-300 qui s'est abattu sur la Pologne n'a pas riposté. Il n'y a pas eu cette contamination qu'on nous avait prédit, que certains généraux de plateau nous rabâchaient à longueur de journée, que la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine et qu'ils iraient envahir la Pologne. Enfin bref, on était reparti sur des scénarios. On se rend compte qu'en réalité, on est dans un processus de guerre terrible, totale, entre deux pays frères, etc., qui ont beaucoup de points communs et dont c'est toujours douloureux d'entendre les histoires personnelles aussi, parce que si les histoires des Israéliens sont extrêmement douloureuses, je vais vous dire que la guerre en Ukraine, elle a divisé des familles. C'est une horreur absolue en termes des gens dans un camp et dans l'autre. Enfin, c'est quelque chose d'assez atroce. Et effectivement, elle a fait énormément de morts. Mais je pense qu'il faut que la communauté internationale, on l'a vu à la faveur de cette crise majeure, la première crise majeure du XXIe siècle, la seconde étant cette attaque du Hamas, qu'on reste sur une configuration régionale, qu'on reste sur un règlement entre Israël et la bande de Gaza, quel qu'il soit, et qu'on arrive peut-être à rendre une solution acceptable aux Israéliens, c'est-à-dire peut-être, une destruction partielle, parce que c'est clair que ça va avoir lieu, mais peut-être qu'on arrive à une solution politique au bout d'un moment. Et là, il faudra que toute la communauté internationale s'y mette. Et je crois comprendre quand même dans les mots et même dans les actes, même si la rhétorique du Hezbollah reste la même, elle est incantatoire, etc., il n'y a pas eu pour le moment d'avancée majeure du Hezbollah sur la frontière nord. Toutes les histoires de drones, de machins, etc., c'était des rumeurs. Et on sent que du côté de l'armée israélienne, il n'y a pas non plus de volonté de surenchérir sur ce front-là. Donc, oui, sur le front nord, voilà. Donc on se regarde, on s'observe, qui va faire quoi. On va atteindre un pic dans cette crise, on ne l'a pas encore atteint. L'armée israélienne se positionne autour de Gaza pour le moment, elle n'y est pas encore rentrée. Donc voilà, donc moi je pense qu'il va falloir tout faire pour que la communauté internationale, même si elle s'affronte en Ukraine, il va falloir que les Russes et les Américains s'y mettent pour que ça reste concentré dans cet endroit et que ça ne déborde pas, parce qu'on a chez nous aussi une donne, alors on ne sait pas, mais on a vu ces images atroces, mais ces images atroces, elles n'empêche pas des milliers de personnes de défiler pour la Palestine dans le monde. C'est quand même ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire que si ces milliers de personnes défilent pour la Palestine, c'est en dépit de ces images atroces. Donc ça veut dire qu'ils sont extrêmement motivés, ça veut dire qu'ils ont extrêmement de relais. Pas comparable à l'Ukraine pour ça, parce que justement, non, c'est pas pareil, mais en Ukraine, on portait un pins, etc. Enfin, c'était un peu différent. C'est occidental, on va dire. Voilà, là, il ne faut pas que ça fracture nos civilisations, il ne faut pas que ça fracture nos sociétés. Et on est dans des sociétés extrêmement fragiles aussi chez nous. Voilà. Ok, passons. Alors, vraiment merci déjà pour cette grande synthèse et puis à la lumière de votre expérience, donc notamment à Mossoul, mais aussi en Afghanistan ou dans vos autres déploiements de grands reporters et vos autres missions de reportérisme, comme on disait dans le temps, ce bon vieux synonyme désuet de reportage. Et passons donc maintenant aux questions du chat. Alors oui, donc la première question que vous aviez vu passer, ce déclenchement des hostilités offre-t-il une diversion pour le monde occidental concernant l'Ukraine? Et puis peut-être aussi, je vais rajouter, là c'est mon point personnel, Taïwan, parce que c'est aussi la grande question. Oui, il est clair qu'on ne peut pas imaginer les États-Unis engagés sur 3 fronts. Déjà, on dit qu'être engagé sur 2 fronts, c'est jamais souhaitable. C'est arrivé aux Allemands pendant la Première Guerre mondiale et ça les a pas servi beaucoup. Front ouest, front est. Là, les États-Unis sont engagés, oui, dans une guerre par puissance interposée contre la Russie en Ukraine. Appelons les choses par leur nom. Là, il y a un déploiement de porte-avions. Il y a, vous l'avez parlé, 120 000 tonnes de diplomatie. C'est assez bien vu. C'est mes
exactement ça. Et donc, l'attention, c'est sûr qu'aujourd'hui, s'il se passe quelque chose à Taïwan, enfin, il faudrait pas qu'il se passe quelque chose, ou en tout cas, s'il se passe quelque chose, il faut que ce soit remis au calendrier grec, parce que là, on pourra pas, enfin, il pourra pas y avoir d'autres. Mais pour ce qui est de la guerre en Ukraine, je pense que clairement, il faut être assez lucide. C'est une opportunité pour les Russes de bien entamer l'hiver. D'un point de vue opérationnel, c'est clair. Alors, l'offensive sur Avdiivka, elle a été lancée, mais elle était prévue depuis avant le 7 octobre. Maintenant, les choses, voilà, ont pu s'accélérer. Kupiansk, bon, ça, c'est en mouvement depuis un petit moment. Et puis, on sent qu'on est arrivé au bout, même si personne n'a sifflé la fin officielle de la contre-offensive ukrainienne, mais on y est quasiment. Voilà, c'est quelque chose qui est une actualité en chassant une autre. Ça permet convenablement d'enterrer toutes les conneries qui ont pu être racontées par les fameux généraux de plateau et autres sur les prouesses de l'armée ukrainienne qui ne se sont pas concrétisées. Je ne veux pas dire que les prouesses de l'armée russe ne se sont pas concrétisées non plus. Mais là, voilà, oui. On disait qu'elle allait jusqu'en Crimée, on nous disait qu'elle allait jusqu'à Moscou. Enfin, il faut se rappeler des conneries qui ont été en effet. Ah oui, c'est monumental. Donc là, ces mêmes experts, d'ailleurs, sont devenus experts du Hamas du jour au lendemain, et on les voit toujours, c'est les mêmes, avec beaucoup de théories et très peu d'expérience de terrain. Voilà. Stultorum est numerus infinitus, le nombre des cons est infini. Justement, la question immédiatement qui suit la première, si la Chine attaque Taïwan, est-ce qu'on pourra parler de guerre mondiale? Alors, je ne veux pas verser dans le sensationnalisme, parce que maintenant, il y a la bombe H, etc., et qu'on n'entre pas dans une guerre mondiale comme avant, même si on est beaucoup, beaucoup plus proche, parce que la balkanisation de l'Europe centrale, la balkanisation du Moyen-Orient, enfin, c'était des raisons qui, il y a 150 ans, auraient causé des guerres, on le sait bien. Oui. Maintenant, il y a les armes de destruction massive qui planent au-dessus de nos têtes et qui font qu'on fait un peu moins les cons finalement. Mais d'un certain point de vue, là, vous venez de dire, bon, ça serait bien que ce soit remis au calendrier grec. Mais ça, c'est pas le point de vue chinois, c'est le point de vue occidental. Donc, non, bien sûr. même si j'aime pas le terme Occident, parce que c'est un terme assez maintenant fourre-tout. Mais bon, si jamais les Chinois avaient le mauvais goût de ne pas respecter nos petits plaisirs personnels et décidaient d'envahir Taïwan, comment vous décririez, vous, avec vos 25 ans de grand reportérisme, vous décririez, c'est plus que ça, c'est moins que ça? Non, mais si, ça en fait beaucoup, mais c'est un peu comme si vous me demandiez, on est je crois que c'est le 21 juin 41 ou 20 juin 41 et l'opération de Barbarossa vient d'être déclenchée. Vous allez me demander ce que ça va provoquer. Là, on est dans un affrontement qui va être du type Barbarossa, où le monde ne sera plus jamais le même avant et il va y avoir une confrontation avec une incertitude de celui qui va gagner. Ne pas oublier, je crois que c'est hier ou avant-hier, où l'économie chinoise est passée devant l'économie américaine comme première économie du monde. Donc voilà, on est avec deux adversaires. On parlait de porte-avions. Vous signez que s'il a fait réagir Donald Trump en premier, parce que c'est Donald Trump qui a réagi sur l'émergence de la Chine, les compétitions inégales où on nous prenait nos brevets, etc., et qui a dit stop, c'est en partie à cause de l'évolution gigantesque de la marine chinoise. C'est la marine chinoise qui a été parce que les Américains savent bien que plus on a de porte-avions, plus ça permet justement de se déplacer sans avoir en restant dans les eaux internationales, tout va bien. Donc d'avoir une force de frappe mobilisable, gérable, voilà, assez facilement. Et donc avec 10 porte-avions, les Américains restent la première force aéronavale au monde, avec aussi une aviation incroyable. Vous savez, je vais vous poser une question. Vous savez quelle est la première force aérienne au monde et quel pays possède la première force aérienne au monde? C'est genre juste l'US Navy ou un truc comme ça? Les États-Unis, donc l'US Air Force, et la deuxième, l'US Navy. Voilà, donc l'US Navy a la deuxième force à cause des porte-avions. Donc la marine américaine possède la deuxième force aérienne au monde. Donc voilà, on est un pays qui a un budget de 858 milliards de dollars de défense. C'est 3 fois celui de la Chine. Donc on est quand même encore dans un ratio qui est en faveur des Américains et qui va le rester sans doute. Mais si vous voulez, si on doit arriver, je pense qu'il y aura des étapes. J'évoquais tout à l'heure la question de la Corée. C'est possible que la Corée du Nord ne reste pas simplement
dans son rôle de fournisseur d'obus à la Russie ou de testeur de missiles balistiques nucléaires ou proto-nucléaires au-dessus de la mer du Japon. N'oublions pas qu'à la base, la Corée du Nord considère que le Sud lui appartient. Donc, on peut très bien réactiver un conflit qui n'a jamais été solutionné depuis 80 ans, puisqu'il n'y a jamais eu de processus de paix, juste une zone de démarcation. Voilà. Donc, il y aura peut-être d'autres surprises avant, mais c'est possible aussi. Alors, la Chine, je disais, la Chine fait partie des pays du temps long. Pour le coup. D'ailleurs, elle a une approche, pour revenir sur la question de l'Afghanistan, elle avait misé sur le retour des talibans bien avant, en voyant son ministre des Affaires étrangères, alors que les talibans étaient encore dans la clandestinité, parce que en fait, la Chine a la meilleure vision de l'Afghanistan. La Chine considère que l'Afghanistan, ce sont des voies, ce sont des couloirs, ce sont des vallées, et que c'est un endroit de passage. Ce n'est pas un endroit où on contrôle un territoire. L'Afghanistan est un territoire incontrôlable et les talibans ont du mal à le contrôler, d'ailleurs, ont toujours du mal à contrôler l'Est, il y a toujours un peu de Daesh, etc. Mais historiquement, l'Afghanistan a toujours été une voie de passage. Les grands conquérants, ceux qui étaient intelligents, y arrivaient, massacraient, prenaient ce qu'il fallait et s'en allaient. Alexandre le Grand, Gengis Khan et autres. Donc, et la Chine considère toujours ça comme une voie économique vitale dans son développement. Et donc, oui, donc cette Chine, eh bien, on verra comment elle se comporte. On verra si elle voit. Taïwan, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle peut se permettre d'être beaucoup plus patiente, même si bien là, sûr, ça peut être mangé fortement, vu la fenêtre d'opportunité qui vient de s'ouvrir. Mais bien sûr, et elle peut être plus intelligente que la Russie avec l'Ukraine. Vous savez, la Russie disposait en Ukraine, on l'a complètement oublié aujourd'hui, de capacité de générer ce qu'on appelle un soft power, c'est-à-dire d'avoir des partisans. Il y avait des pros-russes en Ukraine avant Maïdan. Donc, Maïdan a vu la fin de Yanukovych, pardon. Et donc, son remplacement, un coup d'État, etc., Porochenko. Donc, bon, les Américains, évidemment, sont intervenus, tout le monde connaît ça. Mais les Russes auraient pu continuer dans l'Ukraine de jouer une partition démocratique et de miser sur des gens qui avaient déjà élu des présidents pro-russes. Donc, les Russes n'en ont pas utilisé le soft power de leur influence. Et d'ailleurs, ils ont vu leur influence régresser. Ce qui leur a fait défaut lors de l'invasion de février 2022, c'est l'applaudissement des russophones de Kharkov. Plein d'endroits où ils s'attendaient à être accueillis, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas vu la dégradation, et ça, ce sont certains Ukrainiens pro-russes qui me l'ont avoué, que Poutine n'a pas compris que le sentiment pro-russe était en recul et que l'Ukraine avait pris une orientation clairement pro-occidentale, que la société ukrainienne s'était tournée vers l'Occident. Et donc là, il y a eu une faute, mais les Chinois peuvent très bien jouer du parti pro-chinois à Taïwan, qui fait à peu près un tiers des voix. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Taïwan uni contre la Chine, comme on tente à nous l'expliquer, ou comme le tentent de l'expliquer des sénateurs comme Lindsey Graham ou Nancy Pelosi, etc., nous disant que voilà, c'est le pauvre Taïwan démocratique assiégé par une Russie communiste, une Chine communiste menaçante. Ce genre ne fonctionne pas sur place. Vous savez, il y a certains endroits que vous visitez. Récemment, enfin, quand je me suis rendu en Russie et quand je m'y rends, je passe souvent par l'Estonie. L'Estonie, pays balte, on nous dit, bah oui, évidemment, ils sont à côté de la Russie, ils sont anti-russes. Non, un tiers de la population est russe en Estonie. Vous êtes à Narva, tout le monde parle russe. La population est beaucoup plus divisée en Estonie qu'on peut l'imaginer. Et quand vous allez voir les réalités sur place, comprenez que ce n'est pas tout à fait comme on nous le dit. Alors, les Lituaniens, oui, sont viscéralement anti-russes, mais les Estoniens sont très partagés, les Lettons également. Donc, en fait, dans certains pays comme ça, donc là, pour revenir à nos moutons chinois, les Chinois peuvent très bien utiliser d'un processus démocratique, d'élection, pour remporter, pour dégager le gouvernement, ou en tout cas influencer. Il y a tout un tas de possibilités qui sont avant d'envoyer le groupe armé avec le gros porte-avions. Ok, ça me paraît très clair. Est-ce que la Syrie va riposter? Pour revenir pile poil, donc la première information de ce direct, Israël a frappé
vraisemblablement pas pour empêcher des frappes de Damas sur Israël, mais pour empêcher la diplomatie iranienne et la diplomatie syrienne de se coordonner. On dirait qu'ils auraient pu se coordonner à distance, mais avec le niveau de l'appareil de renseignement israélien, c'était sans doute très dangereux de procéder de cette manière. Donc, est-ce que vous pensez que la Syrie va riposter? C'est difficile pour la Syrie de riposter. La Syrie a parfois riposté aux frappes sur son territoire. Je me souviens, moi, d'avoir atterri à Damas en 2019 en plein bombardement autour de l'aéroport. Ouais. C'était incroyable. Je pensais qu'il y avait un orage. Et en réalité, le commandant, une fois à terre, nous a expliqué qu'on ne sortirait pas de l'avion pendant un petit moment parce qu'il y avait le bombardement dans la zone de Kouneitra et toute le Rif d'Imeshk, en fait, le sud de Damas. Et j'avais été d'ailleurs j'avais demandé à aller sur les lieux de ces bombardements pour essayer de regarder un peu quelles en étaient les victimes et pourquoi certaines zones étaient... Alors évidemment, les zones liées aux gardiens de la Révolution et au Hezbollah et autres ne m'ont pas été accédées. En revanche, j'ai pu voir qu'il y a eu des erreurs de tir sur des villages, des maisons écrasées, des choses comme ça, ce qu'on appelle des dommages collatéraux, et que donc cette zone est régulièrement frappée. Voilà. Et quand, in fine, en fait, si vous voulez, ce qui est assez triste pour les Syriens, c'est que les Russes sont tenus au courant par les Israéliens quand il y a des frappes. Et les Russes préviennent en général les Iraniens, qui préviennent pas toujours les Syriens. Donc, in fine, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a ce type de frappe, c'est des pauvres types qui manœuvrent la DCA, qui se font tuer. Et en général, ce sont des Syriens. Il y a vous entendez très peu de types du Hezbollah tués dans ce genre de frappe. En général, par contre, il y a une activité intense des gardiens de la Révolution. Il y a une utilisation du territoire syrien pour faire transiter des armes vers le Liban et vice-versa. Un des points de passage, c'était, j'ai oublié le nom, mais c'est le point qu'on prenait entre Beyrouth et Damas. Il y a un point de passage qui est aussi une des routes militaires du Hezbollah, juste à côté. On voit la route, hein, on n'est pas évidemment autorisé à la regarder, mais c'est Maïra ou un nom comme ça. Et donc, on se trouve au nord de Damas. C'est là, il y a énormément de bases de l'armée syrienne. Donc, il y a aussi des possibilités de transit d'armes, ce que recherche à frapper l'aviation israélienne, ou les drones également israéliens. Donc, oui, maintenant, la Syrie n'a pas les moyens de frapper le territoire israélien aujourd'hui. Je crois qu'elle est dans un état de décomposition avancée. Elle a une armée qui est efficace, mais elle n'a pas les moyens. C'est complètement disproportionné. Et qu'en général, il y a très peu de réactions, très peu de réactions. Merci beaucoup pour cette réponse aussi très claire. La suivante concerne maintenant le Liban, c'est-à-dire et en fait la Cisjordanie. Est-ce qu'il est maintenant envisageable que... Alors, vous venez quand même de rappeler, je donne le contexte, que Gaza, c'est comme une immense ville, densité, etc. Donc, c'est comme Mossoul. Ça ne va pas se prendre en 48 heures. Et très certainement, on ne peut qu'espérer ça, parce que pour l'instant, il n'y aura pas de corridor humanitaire. On le voit, d'un côté, il y a le Gérald Ford, et de l'autre, l'Égypte n'ouvre pas la frontière. Mais on peut qu'espérer que Gaza ait mis en place des tunnels pour s'approvisionner en eau, et des tunnels profonds. Mais dans ce contexte-là, la question, c'est qu'est-ce qui arriverait au Liban et à la Cisjordanie si Israël décidait d'embrayer sur l'un et sur l'autre, une sorte de guerre du Kippour inversée, finalement? Je pense que ça serait terrible. Le Liban est dans un état aussi de décomposition assez avancé. Il est plus préférable d'avoir des dollars dans les poches au Liban que la monnaie locale. Enfin, aujourd'hui, on est dans une situation, depuis la fameuse explosion du centre-ville, le Liban ne s'en est pas remis, et à chaque fois, il reste prisonnier de cette espèce à la fois d'emprise sur la vie politique du Hezbollah et du prétexte que cela fournit au FMI pour ne plus le financer, et aux divers partenaires internationaux pour ne plus s'occuper vraiment du Liban. Je pense que voilà, on a des pays qui, dans cette région-là, sont complètement anéantis par la guerre. La Syrie est un pays anéanti. C'est un océan de ruines. Il faut, et le Liban, même s'il se porte
un petit peu mieux, n'est pas en forme, mais en tout cas une guerre supplémentaire avec un front ouvert, à nouveau avec une invasion, on n'en sait rien. Si le Hezbollah est détruit, Israël peut être tenté de réoccuper à nouveau le Liban Sud, avec le cortège de cauchemars, que tout ça, cauchemar également quand les Syriens l'occupaient. Donc en fait, le Liban, on a assez. Je pense que le Liban aimerait trouver une solution, exister pacifiquement, mais malheureusement, il est dans un pays, dans un environnement extrêmement chargé, avec des appétits, et il est encore largement l'objet de rivalités entre des acteurs étrangers, que ce soit l'Iran, les États-Unis ou d'autres, ou l'Arabie Saoudite. Entre Iran et l'Arabie Saoudite, vous avez aussi une compétition autour du Liban, donc entre le Hezbollah, la famille Hariri, enfin tout ça était, voilà, et que tout ça n'est vraiment pas de bon augure pour ces pays-là, déjà extrêmement meurtris par les dernières années de guerre. Donc les intentions d'Israël seraient peut-être probablement davantage de laisser le Liban se mexicaniser plutôt que d'essayer d'en occuper une partie du territoire qui serait difficile à tenir de toute façon. Bah, ils ont peut-être appris leur leçon, hein. La dernière fois, ça a été quand En même quelque 2006. chose de coûteux, ouais, vis-à-vis du prestige de l'armée israélienne. Là encore aussi, vous parlez de l'action du Hamas. L'action du Hamas, peut-être qu'il y a aussi dans l'action du Hamas d'arriver à occuper provisoirement des territoires israéliens, d'arriver à tuer des Israéliens par milliers, puisque là on est passé. Il y a dans l'impact que veut créer le Hamas, peut-être une manière de répéter ce que le Hezbollah avait fait en s'octroyant la victoire du retrait israélien du Liban Sud. C'est Nasrallah, qui est le seul leader libanais qui n'est pas issu, ou un des rares, n'être pas issu de la guerre civile à proprement parler, a connu son heure de gloire grâce à ça, au-delà du monde chiite d'ailleurs, puisque il suscite l'admiration aussi du monde sunnite pour cette capacité à s'être opposé et avoir résisté jusqu'au départ des Israéliens. Ça, c'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui a montré que Tsahal n'était pas non plus invulnérable. Donc là, la riposte israélienne va être intéressante par rapport aux défis, on précise, comme on le disait tout à l'heure, lancés par le Hezbollah. Très bien. Dernière question, quels sont les risques de division, voire même, si on veut être un peu dramatique, d'implosion des BRICS, même si ça, c'est vraiment du sensationnalisme. Mais bon, on rappelle là aussi le contexte. L'Inde immédiatement prend position en faveur d'Israël, ce qui est tout à fait logique vis-à-vis de la position de Narendra Modi par rapport à ces minorités musulmanes. Je mets bien les guillemets, parce qu'on est en Inde, 1,4 milliard d'habitants. Oui. Les minorités musulmanes, ça fait quasiment la moitié de la population européenne. Mais voilà, bon, d'un coup, on a l'Inde qui n'a plus aucune envie de laisser rentrer un pays musulman dans les BRICS. Ça semble clair et net. L'Algérie en a pris acte, puisque le président Tebboune a dit bon, les BRICS on oublie, ça y est, on tourne la page, on va se débrouiller nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est quand même un aveu clair et net, alors qu'il y avait un intérêt politique majeur d'entrer dans les BRICS pour l'Algérie. Là maintenant, ils se disent bon, l'Inde va jamais nous laisser rentrer, c'est mort, faut être réaliste. Donc de ce point de vue-là, on a déjà une sacrée faille dans les BRICS, mine de rien, et surtout dans leur pouvoir de magnétisme, dans leur magnétisme en quelque sorte, leur pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, les BRICS sont jeunes, même si on en était, je crois, à Johannesburg au 21e sommet, parce qu'ils ont commencé à un moment où on s'en occupait pas, où ils ne représentaient qu'une espèce d'association très diffuse et pas du tout structurée. Là, on est arrivé à des discussions pour créer une nouvelle monnaie internationale, donc pour remplacer le dollar. On est dans un processus de dédollarisation et souhaité, et donc on a des BRICS qui commencent à être sérieusement prises au sérieux. Là, oui, c'est peut-être la première crise que ce grand ensemble subit, et c'est une crise intéressante parce que elle provient précisément du fait que 3 pays musulmans aient été en soi devenus
accepté, et que oui, il y a cette entité l'Inde, il y a des terrains à bâtir, il y a voilà, et qui dit que les BRICS, pour le moment, ça reste comment, une sorte c'est un géant économique, c'est un géant géopolitique, mais c'est pas l'OTAN. Donc, on n'est pas dans une alliance avec un article 5 qui voudrait que l'Inde vienne comment épauler l'Iran si l'Iran est attaqué par les États-Unis. C'est pas du tout comme ça. Mais on est quand même dans quelque chose de nouveau qui est mis à test par un élément tout petit qui est le peuple, enfin, pas dire le peuple palestinien, parce que ça voudrait dire que le Hamas représente tout le peuple palestinien, mais en tout cas par un élément du peuple palestinien qui vient rappeler une cause que tout le monde avait oubliée. Et si on veut conclure là-dessus, c'est on a voulu mettre un peu la poussière sous le tapis, on s'est aperçu que ça nous a repété à la gueule, si je peux pas dire nous, occidentaux, avec cette attaque absolument incroyable dans son envergure, on parle aujourd'hui, parce qu'on ressuscite le vocabulaire de 73, c'est la surprise stratégique. Et est-ce qu'on est dans quel type de surprise stratégique? Et là, ni vous ni moi ne le savons, et on le saura peut-être dans les semaines qui viennent, en fonction de ce qui se passera, mais ça va être très tendu. Voilà. La toute dernière question dans ce cas-là, si jamais Israël occupe Gaza, et ça semble être maintenant inévitable, Oui. même si on a essayé d'envisager la possibilité, si dans notre audience, vous êtes croyantes et croyants, c'est le moment de prier pour que l'escalade ne se fasse pas. Mais quel pourrait être, qu'anticiperiez-vous de la part de la Russie? On sait que 15% de la Russie est vraiment sur un fil, 15% d'Israël parle russe, des Israéliens parlent russe. Israël ne s'était pas positionné sur la guerre en Ukraine spécifiquement à cause de ce lien qui existe entre les deux pays, surtout depuis la fin de la guerre froide. Donc la Russie est vraiment sur le fil. Qu'est-ce que vous envisageriez? Et cela dit, les Palestiniens passent leur temps à faire des appels à la Russie, ce qui fait que certains Israéliens pensent déjà que la Russie a pris parti, ce qui n'est pour l'instant absolument pas le cas. Mais elle a pris parti pour une solution à deux États. Donc c'est vrai que pour certains, c'était intelligent. Si jamais vraiment Tsahal rentre dans Gaza, qu'est-ce que vous verriez, quelles idées vous auriez vis-à-vis des prochains coups de la Russie? Ce qui est intéressant, c'est que je pense très honnêtement que s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, c'est une situation que la Russie et les États-Unis pourraient conjointement parvenir à régler. Le problème étant qu'ils sont... Vous pensez que les États-Unis laisseraient la Russie coarbitrer cette situation? Je pense que les États-Unis n'ont aucune prise sur Gaza. La France n'a aucune prise sur Gaza. Certains pays comme le Qatar ou des bailleurs de fonds comme l'Iran ont en effet mais sinon il faut trouver un intermédiaire. Il faut que quelqu'un et la Russie dans ce cas pourrait apparaître comme une puissance entre guillemets moins intentionnée, moins ayant des intentions comment dire de domination ou autre, une puissance plutôt neutre entre guillemets par rapport à ce conflit spécifique. Et le fait qu'elle a donc l'idée serait évidemment d'arriver à une temporisation, mais la réalité géopolitique issue de la guerre en Ukraine fait que ça me paraît difficile que Russes et Américains peuvent s'entendre Russes et Israéliens s'entendent sur la Syrie. Souvenez-vous, je l'ai rappelé tout à l'heure, sur la question de Russes et Américains se sont entendus sur Daesh. Je me souviens d'ailleurs d'avoir posé la question à Bachar el-Assad. J'étais le premier à lui poser cette question, puisque je l'ai interviewé juste après l'émergence de l'État islamique et le début des premières frappes sur Raqqa. Eh bien, Bachar el-Assad m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de coordination avec la coalition, donc avec les Américains, mais que les forces aériennes russes et syriennes frappaient, qu'en général, ils laissaient 3 heures se passer, et qu'à ce moment-là, les Américains, donc il y avait de facto une forme d'accord tacite non dit. Alors sur Raqqa, ensuite ça a été appelé entre Américains et Russes, il y avait ce qu'on appelle de la déconfliction, c'est-à-dire on fait en sorte que nos avions passent à un peu plus d'1 mètre l'un de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une bonne intelligence, si vous voulez. Mais sur un conflit comme ça, il faut autre chose. Il faut
véritablement avoir se partager les tâches. Et là, actuellement, la communauté internationale me paraît tellement divisée, tellement polarisée entre plusieurs acteurs qui n'ont pas, qu'il faut arriver à retrouver. Vous me demandiez qui pourrait solutionner cette crise. C'est d'autant plus difficile que les équilibres mondiaux ne s'imbriquent plus aujourd'hui dans une réalité de pays, de régions et de super ensembles. Aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire qui complique malheureusement la résolution de ce conflit, qui va rendre la tâche bien difficile à mon sens. Ouais, une fois de plus, l'ONU montre qu'elle est, alors que les conflits sont interdits, montre qu'elle est complètement Oui, impuissante. Bien, Régis Le Sommier, vraiment, je vous remercie de la pertinence de merci vos beaucoup. analyses matinées d'expérience, puisque voilà, de la part de quelqu'un qui a interviewé Bachar al-Assad et qui a été déployé pendant Mossoul. C'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue sur les événements actuels. Mais l'avantage aussi du format que nous avons, c'est de pouvoir prendre un maximum de recul. Donc, je vous remercie d'être resté parmi nous Merci. presque 2 heures moins le quart. Et vraiment, je vous rappelle que notre chaîne vous est ouverte à tout moment. On sera ravis d'avoir à nouveau vos analyses. Régis Le Sommier, je vous remercie beaucoup et je vous laisse. Merci. Ah bah, le mot de la fin, écoutez, j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous. Je ne connaissais pas votre chaîne, enfin, j'avais vu quelques extraits d'interviews et autres. Et en tout cas, j'ai trouvé que le format était, ce qui est incroyable, c'est toujours de pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer, ce qu'on n'a pas toujours sur les formats télé classiques, où on est souvent coupé, ou en ce moment, sur la question donc de Gaza, l'émotivité de la situation fait que on peut pas faire être dans l'émotion et dans l'analyse, c'est pas possible. Donc c'est très difficile de pouvoir exprimer ce que je viens de vous dire, en tout cas un point de vue que moi j'essaie toujours d'expliquer les choses sans essayer de prendre parti et toujours en essayant d'aller au fond et d'analyser. Et je remercie en tout cas, et je remercie Idriss de m'avoir laissé le loisir de le faire avec des questions extrêmement pertinentes. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Régis Le Sommier, merci beaucoup.